Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Merci d'être avec nous, député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Le projet de loi de finances rectificative sera présenté ce matin au Conseil des ministres, un plan de 110 milliards. Est-ce que vous dites que le gouvernement met les moyens qu'il faut ? Il faut le regarder dans le détail, ce plan de finances rectificative. Vous savez, la fois dernière, déjà, sur les 45 milliards qui étaient mis sur la table, vous en aviez une bonne partie qui était en réalité plutôt des reports de charges, qui peuvent laisser penser que quand l'activité économique va reprendre, et tout le monde comprend qu'elle sera fragile, finalement, beaucoup de PME, d'artisans vont tout de même devoir payer ces charges. Il n'y a pas beaucoup d'argent frais mis sur la table. Il y a des points de vigilance aussi pour nous qui sont essentiels sur la question du financement de l'hôpital public et du matériel. Vous voyez, clairement, 2 milliards pour l'ensemble du matériel de santé de l'hôpital, comme ce fut le cas il y a 2 semaines dans le précédent projet de loi de finances rectificative, c'était clairement insuffisant. Si vous regardez d'ailleurs la situation, tout le monde convient que l'hôpital public n'a pas attendu le coronavirus et cette crise pour alerter sur le fait que la situation était particulièrement difficile. Enfin, ça fait 1 an quand même que le personnel soignant et non soignant de l'hôpital se mobilise. Et nous avons dit qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table, quelques 10 milliards d'euros pour pouvoir financer tout ce qu'il convient de financer à l'hôpital public. Vous savez, juste d'un mot, mais nous ne combattons pas seulement un virus. Ce serait une erreur de diagnostic que de le considérer. Nous combattons les effets d'un virus sur un modèle qui a tout fragilisé et nous a mis en situation de vulnérabilité, notamment à l'hôpital. Nous avons perdu 69 000 lits d'hôpitaux depuis 15 ans. Rien qu'en 2018, sous Emmanuel Macron, 4 172 lits ont été fermés. Donc c'en est terminé maintenant. Il faut effectivement remettre l'État sur pied et nos services publics, dont on voit bien dans la période qu'ils sont en première ligne. Donc les amendements de la France Insoumise sur ce projet de loi iront dans ce sens ? Oui, la dernière fois d'ailleurs, c'est ce que nous avions fait, c'est-à-dire que sur les 2 textes qui ont été discutés au début de la crise, sur le projet de loi de finances rectificative, nous l'avons voté en présentant des amendements parce que foncièrement, rien n'allait dans le mauvais sens, mais il y avait beaucoup d'insuffisances. En revanche, nous avions voté contre l'instauration de l'état d'urgence sanitaire parce que là, il y avait des choses clairement qui allaient à l'encontre notamment des travailleurs de ce pays. Dans les premières ordonnances liées à l'état d'urgence sanitaire, le gouvernement a par exemple fait le choix de permettre à l'employeur de prendre la main sur des congés payés, de permettre de prendre la main sur des jours de repos. Il a augmenté considérablement le temps de travail dans certains secteurs d'activité qualifiés d'indispensables, alors que par exemple, il nous a toujours refusé d'établir la liste des secteurs indispensables pour permettre à tous les autres de respecter le confinement. Parce que vous savez, on parle beaucoup de relâchement dans le confinement, on parle beaucoup du jogging et toutes sortes de choses intéressantes, mais pour moi, le relâchement que j'observe, qui est le plus dangereux, le plus à même de fragiliser le confinement, c'est celui de beaucoup de secteurs d'activité qu'on peut juger non indispensables dans une période comme celle-là et qui reprennent l'activité sans offrir toujours les moyens de protection à leurs salariés. Voilà des sujets qui vraiment nous intéressent, raison pour laquelle notamment nous n'avions pas voté l'instauration de l'état d'urgence sanitaire, d'autant qu'à chaque fois que nous avions fait des propositions d'amendements qui visaient à mettre à contribution celles et ceux qui ont le plus, fût-il même de manière temporaire. Par exemple, le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui permettrait de récupérer 3,2 milliards qu'on pourrait injecter directement dans la planification sanitaire, cela nous a été refusé. Vous allez le redemander, ce rétablissement de l'ISF ? Bien sûr, nous allons le redemander. Et d'ailleurs, nous avons lancé depuis déjà une semaine une pétition pour cela qui marche très bien en ligne, parce que même temporairement, c'est récupérer une manne financière qui permettrait d'investir directement dans la planification sanitaire. Enfin, les Français ne comprennent pas que dans la 6e puissance économique du monde, qui va bientôt être équipée de la 5G, pour ne citer que cet exemple, les soignants de l'hôpital n'aient toujours pas accès au matériel rudimentaire pour faire face à une épidémie. Vous voyez, on marche sur la tête. Donc oui, il faut pouvoir investir, et investir beaucoup dans l'hôpital public qui a été fragilisé. Le dernier plan santé de Madame Buzyn, souvenez-vous-en, c'était 1,5 milliard à ventiler sur tout l'hôpital public partout en France sur 3 ans. Juste pour qu'on puisse se situer à titre de comparaison, 1,5 milliard ici à côté de chez moi, c'est le budget annuel du seul CHU de Lille, voyez-vous. Donc qu'on puisse un peu repérer ce que valent ces milliards, parce que souvent quand on parle en milliards, pour beaucoup de citoyens, c'est tout de suite des sommes importantes, mais compte tenu de ce que suppose l'entretien de l'hôpital public, très franchement, c'est très peu. Est-ce que vous souhaitez une revalorisation du salaire des soignants dans l'immédiat, dans ce texte ? Ça me paraît absolument nécessaire. Il faut d'abord effectivement soulager, encourager et reconnaître le travail de celles et ceux qui sont en première ligne, c'est évident. Vous savez, cette crise sanitaire, il faut non seulement avoir en tête ceux qui sont en première ligne, mais aussi tous les autres. Moi, par exemple, je suis très soucieux
du fait que les Français, qui font déjà cet effort qu'on leur demande de se confiner, ne subissent pas en plus les effets économiques de la crise. Raison pour laquelle, dans les propositions, vous savez, le plan des 11 mesures d'urgence qu'a présenté la France insoumise dès le début du débat parlementaire, nous avons fait des propositions qui, pour l'essentiel, visaient à dire il ne doit pas y avoir de perte de revenus pour les Français. Par exemple, sur le chômage partiel, nous souhaitons qu'on puisse passer des 84% au 100%. Personne ne doit subir, en plus du choc sanitaire, en plus du choc humain et psychologique que représente le confinement et qui est un effort qu'on demande à tous les Français, ne doit subir les conséquences sur ses revenus. On pourrait imaginer par exemple aussi, dans la période, suspendre certaines dépenses, suspendre par exemple les loyers, ou à tout le moins que certains remboursements, par exemple bancaires, soient diminués d'autant que la baisse des revenus, de manière à ce que personne n'ait à en subir le choc pour soi et ses proches. Gérald Darmanin annonce ce matin une prime pouvant aller jusqu'à 1 000 € pour les fonctionnaires mobilisés durant cette période. Est-ce que vous saluez cette prime? Comme on sait que le personnel du privé pourrait y accéder, il est évident, au vu de la mobilisation en ce moment des services publics, qu'ils doivent être aussi revalorisés. Tout le monde le comprend, vous savez, très étrangement, ce sont beaucoup des Gaulois réfractaires et ceux qui ne sont rien qui sont aujourd'hui au front, pour reprendre le langage guerrier d'Emmanuel Macron, avec lequel, par ailleurs, je ne suis pas d'accord. Mais on découvre en effet qu'à l'heure où on se parle, ceux qui sont en première ligne sont d'abord les agents du service public et également plutôt les petites payes, vous en conviendrez. Donc oui, ça me paraît essentiel qu'il y ait un geste de reconnaissance qui soit fort et c'est tout à fait indispensable. Mais vous dites pas seulement, pour que ce soit clair, pas seulement pour les fonctionnaires, ça doit être aussi à d'autres catégories, c'est ça que vous dites? Bah, écoutez, il y a eu la dernière fois la prime qui avait été proposée, y compris au personnel du privé. C'est très bien que ce type de prime puisse être adressé également aux fonctionnaires. Moi, je pense que tous les salariés qui sont mobilisés dans cette crise et qui permettent le fonctionnement du pays malgré la situation doivent pouvoir être en effet récompensés. Emmanuel Macron qui a annoncé lundi soir une aide pour les familles les plus modestes et aussi pour les étudiants. Est-ce que vous dites là aussi que c'est une bonne chose? Vous savez, il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, bien qu'elles puissent être jugées parfois insuffisantes. Mais il est vrai que tout le monde le voit, nous sommes aussi confinés dans nos inégalités, avec ce que cela suppose derrière. Il est clair qu'être confiné au bord de l'océan à Biscarrosse dans une belle maison, c'est pas exactement la même chose qu'être confiné dans un studio avec une famille nombreuse au cœur de l'Île-de-France. Donc, et c'est un effort considérable qui est demandé à tous les Français. Et je veux rappeler que cet effort, on le demande d'abord parce que notre système de santé n'était pas prêt à subir un tel choc. Voilà, il faudra s'en rappeler par ailleurs. Mais oui, tout ce qui peut être fait pour soulager cet effort doit être salué. Est-ce que dans le discours d'Emmanuel Macron, vous avez entendu une tonalité plus sociale, un tournant qui pourrait vous convenir? Non, écoutez, moi je me méfie d'une chose, c'est que à l'heure d'une crise majeure comme celle que nous vivons, toutes sortes d'acteurs de la vie politique sont prêts à toutes les contritions en espérant leur amnistie. Rappelez-vous qu'il y a 12 ans de cela, nous vivons une crise d'une autre nature, elle était financière, vous vous en rappelez, mais vous devez vous souvenir aussi comme moi, et je l'ai revu il y a quelques jours par curiosité, que nous avions alors eu le droit à un discours du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui nous promettait lui aussi la fin du capitalisme mondialisé, financiarisé. 12 ans plus tard, quelles leçons auront été retenues de cette situation? Absolument aucune. La preuve, la crise que nous vivons est d'une autre nature, certes, mais elle révèle l'échec de ceux qui ont préféré le libre marché à l'État, la concurrence libre et non faussée à des cadres de coopération et la relocalisation de beaucoup de productions qui a été finalement mise de côté pour préférer sans cesse le grand déménagement du monde. Alors, il ne m'a pas échappé qu'à la fin de son discours, Emmanuel Macron a fait, vous savez, ce qu'il sait très bien faire d'ailleurs, en fonction des consultations politiques qu'il a pu obtenir, il saupoudre un peu pour que chacun de ses opposants entende et fasse résonner dans son oreille quelques mots qui viendraient leur parler. Il est clair qu'entendre Emmanuel Macron citer les jours heureux et parler de planification, c'est pas commun et ça n'est pas pour me déplaire, voyez-vous. Mais je pense que beaucoup des observateurs de la vie politique attendaient non pas seulement des mots, mais des actes que nous n'avons pas eus lors de ce discours. Par exemple, je ne crois pas me tromper si je peux dire que peut-être vous-même, vous vous attendiez à ce que le président de la République fasse quelques gestes en ce sens, puisqu'il parle de se réinventer en annonçant la suppression de certaines réformes, par exemple la réforme des retraites, dont chacun voit bien qu'elle ne peut pas revenir à l'ordre du jour. Par exemple aussi la réforme de l'assurance chômage. On aurait pu imaginer aussi qu'il annonce un certain nombre de nationalisations, de réquisitions, bref. Se réinventer, vous savez, c'est pas pour le monde d'après. Le monde d'après, il doit commencer dès maintenant et dès les choix que nous faisons. Or, moi, j'observe qu'Emmanuel Macron et son gouvernement,
y compris dans leurs choix, pas dans les mots, mais dans les actes, sont plutôt en train de considérer que tout ce que nous vivons actuellement n'est qu'en quelque sorte qu'une parenthèse et qu'il va s'agir de relancer la machine au plus vite. Mais moi, je dis qu'une telle mise à l'arrêt de notre économie ne doit pas avoir pour priorité de relancer la machine, mais de la remplacer. Parce que je vous fais une confidence, le coronavirus n'était peut-être pas prévisible, en tout cas, il n'était pas prévu, mais demain, à l'ordre du jour, il y a des crises qui sont annoncées, prévisibles. Je pense par exemple aux effets du changement climatique, qui vont nécessiter une mobilisation d'une ampleur tout aussi considérable, sinon plus encore que celle d'aujourd'hui. Et la crise d'aujourd'hui révèle que nous ne sommes pas prêts. Donc moi, je mets en garde, il ne peut pas être question qu'après la crise soit comme avant la crise. Il faut changer le modèle et bâtir ce monde d'après dès maintenant, basé sur l'entraide et la solidarité. Et force est de constater que ce n'est pas franchement la politique qu'a déroulée Emmanuel Macron ces 3 dernières années. Alors justement, Adrien Quatennens, pour relancer la machine, il va falloir mettre en place une stratégie de déconfinement. Édouard Philippe promet un plan de déconfinement qui sera annoncé bien avant le 11 mai, dit-il. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce plan ? Qu'il faille des perspectives pour le déconfinement, ça va sans dire. Maintenant, je vais vous dire aussi que le discours d'Emmanuel Macron, à cet égard, était assez déconcertant parce que Emmanuel Macron annonce la date du 11 mai. Le 11 mai, du point de vue calendaire, c'est quasiment demain, sans annoncer clairement de stratégie de planification. Nous ne savons pas effectivement quels sont les moyens mis en place en termes de réquisition, par exemple, du secteur textile pour les masques, pour pouvoir y parvenir. Vous savez, le déconfinement, pour l'organiser, pour le planifier, ça repose notamment sur 3 critères. Le premier critère, c'est quel est le pourcentage, le taux de la population qui a été immunisée, c'est-à-dire qui a été en contact avec le virus. Il semblerait que les premiers tests sérologiques montrent que c'est très peu de monde, d'une part. Et deuxièmement, l'OMS alerte sur le fait que le fait d'avoir été en contact avec le virus ne veut pas dire que de manière automatique, vous développez des anticorps pour combattre une seconde infection. Première chose. Deuxième chose, c'est la capacité de test. Et quand Emmanuel Macron nous dit l'autre soir, nous allons pouvoir tester toutes les personnes qui ont des symptômes, comme moi sans doute vous vous interrogez sur le fait que depuis le début de l'épidémie, on nous raconte que même quand on est asymptomatique, on peut être très contagieux. Et ensuite, dernier critère, et sans doute celui qu'on espère tous le plus, c'est la possibilité d'avoir un traitement, éventuellement un vaccin, mais on comprend bien que ça n'est pas pour demain. Donc aujourd'hui, sur ces 3 critères qui viennent à la base d'une stratégie de déconfinement, on voit que c'est assez faible en réalité. Donc moi, je crois que Emmanuel Macron va peut-être un peu vite en besogne dans l'annonce du 11 mai. Et j'observe que comme il n'a pas non plus renforcé le confinement et comme il n'a pas voulu donner suite à notre proposition de mettre à l'arrêt les secteurs non indispensables en laissant ces secteurs à l'activité, je crois qu'Emmanuel Macron est en train de faire en quelque sorte un choix qui favorise plutôt la reprise de l'activité économique dans les mêmes dispositions qu'avant la crise que celui d'assumer le fait que le confinement peut encore durer. Alors après, j'entends bien que tout le monde a besoin d'une perspective de déconfinement, mais j'adjure le président de la République de ne pas rentrer dans le déconfinement de la même manière qu'il est entré dans le confinement, c'est-à-dire avec un niveau d'improvisation et sans planification, ce qui laisserait évidemment penser qu'une deuxième vague de l'épidémie serait à craindre. Mais clairement, ça veut dire quoi ? Vous avez le sentiment que l'exécutif, qu'Emmanuel Macron fait primer l'économie sur le sanitaire, sur la santé des Français ? Écoutez, en tout cas, ce que j'observe comme vous, c'est que depuis à peu près 10 jours, on a cette petite musique qui consiste à dire finalement, eh bien, après la crise, tout le monde va se remonter les manches et puis peut-être les salariés de ce pays vont travailler plus. On a entendu toutes sortes d'hypothèses absolument folles. Demander aux gens, après ce sacrifice, d'aller en plus renoncer, pourquoi pas, tiens, à leurs vacances, de travailler jusqu'à 60 heures par semaine. Bref, de faire payer la crise aux salariés de ce pays. Alors qu'on le sait, enfin, je cite qu'un seul exemple, mais un Français aujourd'hui, un salarié français, travaille 45 jours par an en moyenne pour rémunérer les actionnaires. Donc moi, ce que je crois, c'est que ce gouvernement est fait d'un certain bois politique, économique, et qu'il commence à avoir le vertige après un mois de confinement, à ne pas pouvoir ressusciter son monde d'avant après la crise. Et je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, devient la priorité pour eux. Alors que, de mon point de vue, dans un drame, une tragédie même, comme celle que nous vivons, cette mise à l'arrêt de l'économie devrait être comme une injonction à nous dire si vous relancez la machine économique, ne la relancez pas avec les mêmes paramètres que ceux qui ont précédé et qui vous ont mené à cette catastrophe. Et ça, je crois qu'Emmanuel Macron est incapable de le penser. Voyez. Donc aujourd'hui, j'observe que dans son discours, sa priorité désormais semble être effectivement la reprise de l'activité, peut-être au prix du fait d'assumer que certains Français soient contaminés, puisqu'on sait que quand même le taux de gravité et de mortalité est pas très conséquent. Et moi, cela m'inquiète en effet. Je souhaite que la priorité ce soit la santé et que à cette heure, parce que nous n'avons pas d'autre choix,
et parce que le taux d'immunisation est très faible dans le pays, parce que la capacité à tester massivement la population n'est pas encore garantie, et parce qu'à cette heure, nous n'avons toujours pas de traitement, je crois que la perspective de dire aux Français, pour le moment, respecter le confinement, me paraît plus raisonnable. Sinon quoi, vous voyez, il ne peut pas être question après de relancer la machine en disant, eh bien, pour plusieurs générations, la seule perspective va être de rembourser des dettes. On a tant de choses à faire. Juste par exemple, le prochain défi, le défi climatique, il va nécessiter qu'on mette beaucoup d'argent sur la table, qu'on engage de grandes bifurcations techniques, scientifiques. Je n'ai pas l'impression que ça soit le logiciel qui domine en ce moment à la tête du gouvernement. Un dernier mot, Adrien Quatennens, est-ce que dans cette après-crise, vous redoutez une fracture sociale? Et si oui, comment on l'évite? Il y a à tout le moins la nécessité effectivement de retrouver du consentement. Et moi, je continue à mettre sur la table la proposition d'une assemblée constituante qui redéfinirait les règles communes. On va en avoir besoin. Vous savez, dans cette période politique, je le disais, on voit beaucoup d'acteurs de la vie politique qui flottent comme des bouchons au gré du courant et sont capables de changements de discours. Moi, j'observe une forme de victoire culturelle dans le moment. C'est que beaucoup d'acteurs de la vie politique, quels qu'ils soient, et même ne venant pas de notre famille politique, utilisent désormais des mots qui en fait font écho à ce que nous proposons depuis longtemps. Quand j'entends par exemple Jean-Christophe Lagarde proposer le retour du ministère du Plan, quand j'entends Xavier Bertrand qui il y a encore quelques mois défendait la réforme des retraites, ou en tout cas disait qu'il fallait en finir avec les régimes spéciaux, que les salariés devaient faire des efforts, dire surtout il ne faut pas que les salariés payent après la crise et pas d'austérité, bon je vois qu'il y a une sorte de, je le dirais à la va-vite, mais de mélanchonisation des esprits en quelque sorte dans cette période. Et nous remettons sur la table un programme politique, l'avenir en commun, qui n'était pas, vous savez, juste un exercice de style ou de communication. C'est en quelque sorte un gage de stabilité et de continuité. Là où toutes sortes d'acteurs de la vie politique vont vous dire qu'il faut tout revoir depuis zéro, qu'on part d'une page blanche ou s'amnistier de tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, nous pouvons en quelque sorte avancer avec stabilité et continuité parce que ce qui valait hier dans nos propositions est toujours d'actualité aujourd'hui. Et juste sans parler des acteurs politiques, est-ce que vous redoutez une opposition au sein de la société entre les cadres qui ont pu faire du télétravail pendant cette période de confinement et les ouvriers, ces travailleurs qui ont été obligés d'être en première ligne? Il ne s'agit pas juste de la redouter, mais il faut bien pouvoir la constater. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes également confinés dans nos inégalités et tout cela révèle que certains préconçus, certains totems, certaines certitudes sont ébranlés. Vous voyez, j'espère que par exemple, la manière de voir et de penser le service public et les fonctionnaires dans ce pays va être considérablement modifiée à la sortie d'une crise comme celle-là. Parce que maintenant, tous les soirs à 20 h, on applaudit les soignants, mais les soignants, pendant un an, ils étaient en grève, en manifestation, et on n'a pas vu qu'on les applaudisse. Donc clairement, une crise comme celle que nous vivons, elle vient nous transformer. Elle vient nous transformer d'abord dans notre part d'intimité la plus profonde, dans notre humanité au quotidien. Mais j'espère aussi qu'elle procède d'une certaine formation politique qui permet que certains rebattent les cartes et puis viennent potentiellement changer d'idée et avoir une vision plus précise de ce qu'il conviendrait de faire par la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.